Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour Glass Onion, une histoire à couteau tiré, la suite qui n'est pas vraiment une suite de à couteau tiré qui était sortie en 2019 de Rian Johnson, qui était une des toutes premières critiques de ma chaîne. J'avais adoré le film, ça m'avait réconcilié avec Rian Johnson après Star Wars 8. Qu'en est-il de ce Glass Onion? Si vous avez vu la miniature, j'ai trouvé le film jouissif, les 2h20, on ne les voit pas passer. C'est un régal. Alors, je vais essayer de vous faire une critique sans spoilers, parce que le but, c'est de ne pas vous ruiner justement l'intrigue. Et je pense que voilà, il y a peu de monde qui a vu le film. Vous attendez probablement ce soir ou ce week-end. Petite parenthèse, j'aurais dû aller voir Avatar 2 aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, parce que je veux aller le voir absolument en 2D et pas en 3D. Surtout pas en 3D. Donc j'irai le voir à une séance, peut-être demain, peut-être dimanche, mais vous aurez la critique avant la fin de l'année de Avatar 2. Voilà, je referme la parenthèse, je ne vais pas m'étendre dessus. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Glass Onion? C'est déjà un plaisir de retrouver le personnage de Benoît Blanc joué par Daniel Craig dans une nouvelle enquête sur une espèce de mania multimilliardaire mégalomane inspiré directement de Elon Musk. Les références vont à foison, qui va organiser un jeu en pleine pandémie. On est en 2020, en pleine pandémie du Covid, qui va organiser un jeu avec ses soi-disant meilleurs amis qui le suivent depuis le début de sa carrière de multimilliardaire sur son île privée, et il va faire en sorte de, il va mettre en scène son meurtre pour faire une partie de Cluedo, pour faire une enquête policière où chacun des invités devra essayer de résoudre cette affaire. Un faux meurtre, bien évidemment, mais chacun devra résoudre cette affaire. Comment vont-ils recevoir l'invitation? À travers des boîtes où il y a des mécanismes, des devinettes, pour pouvoir justement faire émerger la petite enveloppe d'invitation. Et on a Benoît Blanc, donc le personnage le meilleur, considéré comme le meilleur détective au monde, qui lui aussi reçoit une boîte. Et c'est le seul qui n'a aucun lien avec tous les personnages de ce cercle. Et donc, quand il va arriver sur l'île, Edward Norton, qui joue le milliardaire Miles Brown, va lui dire qu'il ne l'a pas invité et qu'il ignore qui lui a donné cette boîte et cette invitation. Bien évidemment, ça va être parsemé de faux semblants, et tous ces invités, soi-disant meilleurs amis, ont tous un mobile pour tuer le personnage de Edward Norton, qui les fait chanter. Ils ont tous besoin de lui. Alors, on en a un, c'est un scientifique, joué par Leslie Odom Jr., qu'on a vu dans le très bon film Music de Sia. Je continue de défendre ce film. Je sais que le film s'est fait descendre, mais je continue de défendre le film de Sia. Et donc, il jouait dedans avec Kate Hudson, qui joue elle aussi dans le film, et qui fait, il me semble, Darby, ou enfin, je ne sais plus le nom exactement du personnage, une top modèle, créatrice de mode, qui elle aussi donc a besoin désespérément de l'argent et de l'influence de Miles Brown, le personnage joué par Edward Norton. On a Catherine Hahn qui fait Claire, une politicienne, une gouverneure, elle aussi, qui a besoin de l'influence et de l'argent, ainsi que Dave Bautista, bien évidemment, le personnage que j'ai préféré de tous les films, qui fait un influenceur, streamer sur Twitch, youtubeur célèbre avec millions d'abonnés. Bref, que des gens qui sont partis de zéro, qui étaient des ratés et qui ont réussi aux côtés de Edward Norton, donc de Miles Brown, qui les tient avec son argent, son influence, qui les fait chanter et qui a une nouvelle technologie révolutionnaire en termes d'énergie qu'il veut vendre à tous les dirigeants de la planète, et qui pourrait faire qu'il n'y ait plus de pénurie sur la planète. Vraiment, c'est une relecture de Elon Musk, avec tout ce qu'il peut y avoir de vols dans l'espace, de voitures luxueuses. Ils ont tout pompé sur le personnage de Elon Musk, enfin Rian Johnson, mais c'est tellement bien fait. Et puis, il va y avoir donc ce personnage Benoît Blanc qui va rejoindre ce cercle, ainsi qu'un autre personnage qui faisait partie de ce cercle, le personnage de Andy, joué par Janelle Monáe, qui va réserver beaucoup de surprises. Ce personnage va réserver beaucoup de surprises, qui faisait partie, qui était l'ancienne associée, qui s'est fait flouer, qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait virer de ce cercle d'amis. Ils se sont tous ligués contre elle
et elle a été déchue, elle a tout perdu, ça a été une arnaque. Elle est invitée et ça va mettre le bazar et on va avoir un mort et ça va relancer toute l'intrigue. Tout le monde va se demander qui est le tueur parce que tous ont des raisons de vouloir se tuer les uns les autres et surtout de vouloir tuer Edward Norton. Alors pour le scénario, j'en dirai pas plus sur l'identité de qui vit, qui meurt, est-ce qu'ils sont vraiment morts d'ailleurs. Ça c'est toute la question. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est brillamment écrit et encore une fois, Rian Johnson dynamite les codes du Wood Unit. Le Wood Unit, c'est ces enquêtes policières façon Agatha Christie, Hercule Poirot, Cluedo. C'est un Cluedo et c'est blindé de... Non seulement c'est blindé de coups d'œil, notamment avec le petit caméo de Angela Lansbury qui jouait dans la série Arabesque, qui n'était pas sans rappeler tout ce qui est Agatha Christie, Hercule Poirot. C'est vraiment un Cluedo géant. Et quand je vous dis il va dynamiter les codes du Cluedo, c'est que Rian Johnson, c'est un petit malin et il avait voulu faire le petit malin et prendre le spectateur à contre-pied dans Star Wars 8. C'était raté. Le film avait beaucoup de qualité, hein, surtout en matière de réalisation. Star Wars 8, c'est quand même le Star Wars qui est le mieux réalisé de toute cette trilogie 7, 8, 9. Mais malheureusement, c'était incohérent avec le 7 et le 9 était incohérent avec le 7 et 8. Et du coup, ça donnait une espèce de trilogie bancale, un patchwork Frankenstein. Mais je me dis que en regardant ces films à couteau tiré, non seulement on voit que Rian Johnson, il est vraiment dans son élément, que l'écriture est brillante, elle est cohérente, elle est solide. L'écriture est solide, j'ai pas vu d'incohérence. Alors peut-être que je le regarde plusieurs fois pour voir des petites incohérences, mais j'ai pas eu l'impression, en tout cas il y en a aucune qui m'a sauté aux yeux. On sent quand même que l'écriture est bétonnée et qu'il maîtrise totalement son sujet. Mais là où ça fonctionnait pas sur Star Wars, c'est que il faisait le deuxième élément d'une trilogie sur laquelle il n'avait pas vraiment eu, voilà, qu'il n'avait pas initié. Et je me dis qu'en fait, s'il avait réalisé le 7-8-9 trilogie, la post-logie 7-8-9, ça aurait été brillant, parce que ça aurait été cohérent du début à la fin, et ça aurait été uniquement son idée. Donc, en fait, voilà, j'ai tendance à lui en vouloir un peu moins pour Star Wars 8, que je continue de ne pas aimer au niveau du scénario, mais qui visuellement était quand même, il faut le dire, impressionnant. Mais s'il y avait une trilogie Star Wars, parce que c'est encore, voilà, on ne sait plus si c'est toujours d'actualité, si c'est en rumeur, si ça a été annulé ou pas. Et je me dis que si Rian Johnson était à la tête réellement de la trilogie qui avait été annoncée, uniquement écrite et réalisée par Rian Johnson, ça pourrait donner quelque chose de très solide, voire de passionnant. En tout cas, voilà, mais quelque chose qui soit en dehors de l'univers Skywalker. Voilà, petite parenthèse refermée sur Star Wars. Ici, on sent que Rian Johnson, il maîtrise l'écriture, il maîtrise les codes du Cluedo, de l'enquête policière. Et surtout, on sent que Daniel Craig, c'est plus qu'un acteur. On sent que Rian Johnson se repose sur Daniel Craig. Et Daniel Craig est là pour chapeauter, pour entourer les acteurs qui s'en donnent à cœur joie. Daniel Craig, c'est pas tant lui le personnage le plus important du film. Bien évidemment, il est là dans quasiment toutes les scènes, mais c'est pas forcément le personnage le plus important. C'est Janelle Monáe. Janelle Monáe, je peux pas trop vous en dire sur son personnage parce qu'on rentrerait direct dans le spoil, mais elle porte le film sur ses épaules. Elle m'a impressionné. Je connaissais l'actrice, j'avais vu quelques petits films avec elle, mais il faut que je me regarde à nouveau certains films de sa filmographie, notamment Bienvenue à Marwen. Il me semble que dedans il y avait Steve Carell qui jouait, je crois. Un film de Robert Zemeckis, il me semble. Il faut que je regarde à nouveau le film, ainsi que la série dans laquelle elle jouait d'anthologie Philip K. Dick's Electric Dream, qui est dispo, il me semble, sur Amazon Prime. Je ne veux pas dire de bêtises, c'était une série anthologique basée sur l'univers de Philip K. Dick. Donc Janelle Monáe est impressionnante dans le film. Elle arrive à faire plusieurs personnalités, son personnage, c'est un diamant avec de multiples facettes. À la fois douce, à la fois distante, à la fois sévère, chaleureuse, fragile, forte. C'est vraiment un personnage excellent, brillamment écrit et surtout brillamment interprété. Quant à tous les autres, ils s'en donnent à cœur joie. Ils sont en roue libre, en apparente roue libre, mais en fait c'est maîtrisé. Les personnages sont dans une espèce de délire où voilà, on sent qu'ils sont un peu hystériques, mais c'est contrôlé et c'est voulu par le scénario. C'est une fausse hystérie, c'est une fausse roue libre. Chaque personnage est à sa place et vous livre des secrets
Alors, comme je vous disais, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Catherine Hahn, qui depuis qu'elle est arrivée dans l'univers Marvel en faisant Agatha Harkness, cartonne. Bon, moi, j'avais découvert déjà il y a presque 10 ans en arrière dans des films. C'est une très très bonne actrice, Catherine Hahn. On a aussi Jessica Henwick qui ne cesse depuis la fin de Game of Thrones d'exploser en notoriété, que ce soit dans Underwater aux côtés de... Comment elle s'appelle, Catherine Stewart, ainsi que donc récemment dans Matrix Résurrection, où elle était excellente. C'était un des personnages irréprochables du film. Jessica Henwick, donc, qui joue. Dave Bautista. Dave Bautista, son perso, déjà cet acteur est génial. Et je sais plus qui m'a dit ça, mais je sais plus qui m'a dit ça, là, je crois que c'était hier ou avant-hier. Quelqu'un me disait sur les réseaux sociaux que Dave Bautista, ça serait pas mal s'il jouait Kratos dans l'adaptation God of War. Je suis totalement d'accord. Oui, c'était hier soir sur un live de l'ami Vaudouman, de la chaîne Vaudouman, donc Anthony qui est très souvent avec nous pour les critiques, il était très souvent avec nous pour les critiques du Seigneur des Anneaux, la série, et il sera là avec nous l'année prochaine sur plein de lives, et on discutait un petit peu des adaptations de jeux vidéo hier soir, et on parlait de God of War à venir, et moi j'avais pensé à Travis Fimmel qui fait Ragnar donc, dans la série Viking, et un des invités m'a dit pourquoi pas Dave Bautista, et c'est vrai que Dave Bautista en Kratos, il serait formidable. Ce mec, déjà, Drax, c'est mon perso préféré des films Les Gardiens de la Galaxie. Je trouve qu'il a un humour, il a une autodérision et un charisme, sans compter le physique, qui est formidable. Et dans le film, il a quelques-unes des scènes les plus hilarantes, comme quand il se balade sans arrêt avec son flingue. Alors, c'est le masculiniste par excellence, le youtubeur masculiniste qui fait des punchlines, qui en met plein la tronche aux féministes. J'ai adoré. Moi, j'ai adoré ce perso. Le gros bourrin, mais qui en fait est un nounours qui se prend des gifles par sa mère dès qu'il lui parle mal, parce qu'il veut faire le gros dur. C'est un personnage savoureux et c'est un personnage qui, mine de rien, en a derrière la tête. Il n'est pas si bête qu'il n'y paraît. Il se balade avec son flingue sans arrêt, il tire des coups en l'air. Le mec est en apparence un peu débile, mais en réalité pas tant que ça. Il a des scènes, voilà, c'est des scènes où je me suis tordu de rire. Genre, franchement, je vous dis, c'est un film qui respire la bonne humeur et qui, à certains moments, est jouissif. On se dit, yes, excellence, c'est ce que je voulais voir et ça va même au-delà. Donc, tous ces acteurs, actrices qui composent les personnages principaux, et puis on a tout un tas de caméos. Ethan Hawke qui arrive pour une scène surréaliste, qui arrive pour tous les tester, pour qu'ils enlèvent leur masque, pour tous les tester, voir s'ils sont positifs au Covid et les immuniser. Parce que, et c'est là aussi une des réussites du film, on ancre le film directement dans la pandémie en 2020, pendant le premier confinement, à l'issue du premier confinement. En fait, ça se déroule à l'issue du premier confinement. D'ailleurs, on sent que le personnage de Benoît Blanc, on le voit prostré dans sa baignoire, en train d'essayer de jouer au Cluedo par internet, par visioconférence, avec Angela Lansbury, Stephen Sondheim, qui nous ont quittés depuis. D'ailleurs, il y a un petit hommage à la fin, c'est marqué en hommage. Stephen Sondheim, c'est l'auteur de comédies musicales célèbres telles Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, qui avait été adapté par Tim Burton, et surtout Into the Woods, qui a été aussi adapté, qui sont des comédies musicales, mais qui n'ont de comédie que le nom, hein, qui en réalité sont très tragiques. Donc voilà, mais c'est quelqu'un de très très connu, Stephen Sondheim, un auteur voilà, très connu, et Angela Lansbury, qui donc nous ont quittés depuis, mais on avait... voilà, au début, on se sert de la pandémie pour montrer un petit peu que le personnage de Benoît Blanc, il est à moitié dépressif dans sa baignoire. Alors, j'ai pas compris le personnage de Hugh Grant. Hugh Grant qui fait un caméo. Alors, j'ai pas compris si Hugh Grant était en couple avec Daniel Craig dans le film. J'ai pas compris. Ou bien si Hugh Grant, c'est le majordome de Daniel Craig. Moi, ça, c'est ce que j'ai plutôt compris. Que c'était son homme à tout faire. Bon, après, est-ce que Rian Johnson, il a voulu faire de Benoît Blanc un perso LGBT? J'en ai aucune idée, honnêtement, je m'en fous, et j'espère pas, parce que ça me saoulerait qu'on fasse ça. Ça n'aurait aucun intérêt pour le film. Mais, je sais pas. Peu importe. Donc, on a un caméo de Hugh Grant, et on a un caméo de Ethan Hawke, qui arrive pour une scène surréaliste où il vient les tester pour savoir s'ils sont positifs au Covid, pour les immuniser avec une espèce de pistolet où il leur tire un produit dedans, je sais pas si c'est un médicament, du menthol, peu importe, pour qu'ils puissent enlever leur masque.
Et là, j'avoue, j'ai flippé au début du film. Je me suis dit, oh là là, pourvu qu'on n'ait pas les persos qui gardent leur masque tout au long du film, parce qu'il a intégré cet aspect au film, l'aspect un petit peu hygiéniste. Et je me suis dit, pourvu qu'on garde pas les masques, moi ça me saoule, j'en peux plus déjà, on me prend la tête à la télé avec les masques. Je me suis dit, pourvu que ce soit pas intégré au scénario et qu'on voit pas les personnages avec des masques où on voit que leurs yeux tout le long du film. Et non, il arrive à évacuer la question de la paranoïa sanitaire qu'on a eue durant ces 2-3 dernières années, même cette année, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir continuer le tournage, même si en réalité, lui et les gens derrière les caméras avaient des masques, parce que c'est les tournages qui se sont passés durant le Covid, que ce soit ce film-là, Mission Impossible avec Tom Cruise, on a tous vu l'extrait où Tom Cruise engueule un des caméramans, ils étaient obligés de tourner, c'était comme ça, c'était protocole sanitaire avec des masques. Mais heureusement, face à l'écran, on voit le visage des personnes, et tant mieux, sinon ça aurait été très frustrant. Donc, le film se permet plein de caméos de grosses stars qui ne sont là que pour parfois quelques secondes, parfois 2-3 minutes. Mais sinon, les persos principaux se régalent, ils s'en donnent à cœur joie. Et comme je vous disais, on a Daniel Craig qui est là pour les entourer de par son expérience. Hein, Daniel Craig, je n'ai pas besoin de vous présenter Daniel Craig, vous savez tous que pour moi c'est le meilleur James Bond de tous les temps. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui préfèrent Pierce Brosnan. Bref, je ne vais pas rentrer dans le débat. Daniel Craig, c'est quand même un monstre du cinéma, quoi. C'est quand même un pan de la culture cinématographique. Ce sera James Bond à tout jamais. Donc, de par son expérience et parce que c'est un très très grand acteur, on sent qu'il entoure tous ces acteurs qui sont là pour se régaler dans cette espèce de partie de jeu de société humain, et avec son œil bienveillant, on sent que le mec est un petit peu tout puissant, qu'il arrive à déceler toutes les pièces du puzzle, qu'il a toutes les réponses. Donc, en fait, Daniel Craig est une caution pour que l'on... c'est le prisme à travers lequel on regarde tous ces personnages s'interroger, s'entre-déchirer, cette espèce de joyeux bordel, on pourrait dire. Et c'est franchement jouissif de les voir. Alors, il va falloir que vous soyez attentifs à tous les détails, parce qu'il y a des surprises, il y a des retournements de situation, il y a des choses où on se dit « Ah tiens, là je pense avoir découvert » et en fait pas du tout. Et il y a plusieurs gros rebondissements, au moins 2 gros rebondissements qui vous prennent à contre-pied et qui changent carrément l'orientation du scénario. La promesse de base, c'est un contre-pied, et puis ensuite on a de nouveau un autre contre-pied, si bien que la fin, alors, probablement que certains devineront qui est le ou la tueuse, on ne sait pas, mais il y a quand même pas mal de surprises. Et il y a beaucoup de faux semblants, et j'adore ce genre de film, c'est vraiment une enquête policière de qualité. C'était le cas de À couteau tiré en 2019, qui était parmi les meilleurs films de l'année 2019. Et c'est le cas de ce Glass Onion, oignon de verre. Vous comprendrez pourquoi dans le film, tout est expliqué. Des acteurs qui cabotinent volontairement, tel Edward Norton. Edward Norton, c'est un grand acteur, et le voir cabotiner, c'est un régal. Donc, je conclurai plutôt en vous disant que le compositeur Nathan Johnson, qui est le cousin de Rian Johnson, compose la bande originale de ce film, comme tous les films de Rian Johnson, à l'exception de Star Wars 8, où c'était John Williams. Il fait une très très bonne composition. Et alors, au niveau de la bande originale, des chansons qui sont choisies, on a Parliament, on a les Beatles, on a David Bowie. Et là, je vous en cite que 3. Il y en a plein dont j'ai regardé les noms au générique parce que j'ai reconnu les chansons, et les Bee Gees. Il y en a plein que j'ai oublié, mais la bande originale, c'est un régal pour les oreilles. Je pense que je vais m'écouter la bande originale ce week-end. Bref, allez-y, foncez, faites-moi confiance. Regardez Glass Onion, vous ne serez pas déçus. Les 2h20 du film passent très très vite, on ne voit pas passer. Et quand on a fini, on n'a qu'une envie, c'est de revoir le film, parce qu'on a les réponses, comme ça, ça nous donne une autre vision du film. En tout cas, c'était un plaisir de le regarder, et je vous le dis, le film sera dans le top 10 de l'année, clairement. Il va être très haut dans le top 10 de l'année directement, parce que j'ai aucun reproche à faire à ce film, et si je devais le noter, je lui mettrais 5 étoiles. Cette année, j'ai pas vu énormément de très grands films. J'ai vu des très bons films, des bons films, des très bons films. J'ai vu quelques pépites, mais des films qui sont assez irréprochables, j'en ai vu que très très peu, et ce film en fait partie. Donc
Ça a été un petit peu difficile de faire mon top 10 d'ailleurs, vous l'aurez le 31 décembre. Le 31 décembre, vous aurez mon top 10 film, mon top 10 série, ou plutôt mon top 9 parce que mon numéro 1 au niveau des séries, j'ai fait une vidéo dédiée à part. Vous connaissez déjà ma série préférée de l'année si vous avez suivi la chaîne. Donc le 31 décembre, vous aurez 3 vidéos, hein. Top film, top série et ma série préférée de l'année. Et puis toute la semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo, une critique de série chaque jour, ou presque, normalement chaque jour. Donc d'ici la fin du week-end, vous devriez avoir Avatar 2, la critique. Je vais voir si je la ferai chez moi ou si je la ferai directement au cinéma ou en dehors, en pleine nature. On verra. Normalement, je vais aller voir le film demain, s'il n'y a pas trop de monde. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Je ne supporte plus les séances où il y a beaucoup de monde. Donc, je vais voir, et surtout si la séance est en 2D. Voilà. Et je vous le dis, j'irai pas voir en 3D parce que pour moi, la 3D n'a aucun intérêt. Même si on me vante la 3D, ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais de toute façon, j'irai voir Avatar 2 parce que je sais que je vais me régaler visuellement, même si au niveau du scénario, j'en attends rien parce que j'avais été déçu par Avatar 1. Mais visuellement, je sais que ça va être une claque, surtout tout ce qui est aquatique. James Cameron, il est parfait en termes aquatiques. Donc ça, ce sera la dernière critique vidéo, critique de film de l'année, Avatar 2. Ça arrivera ce week-end. Là, c'était l'avant-dernière critique de film. Merci de l'avoir regardé. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés en cette année 2022, tous ceux qui ont suivi mes critiques de films, qui les ont appréciés, qui les ont commentés, qui ont mis des pouces bleus. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Vous êtes, et j'en profite pour le dire parce que je crois que je l'ai rarement dit, voire jamais, sur les 100% des vues, il y a 86% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc les 86%, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc merci à vous tous, passez une bonne soirée. C'est vraiment Glass Onion, ce film de fin d'année qu'il faut regarder chez soi, tranquille, au coin du feu, cocooning, un petit chauffage, un bon petit plat, et vous regardez ça et vous allez passer une très très bonne soirée. Allez-y, faites-moi confiance et vous reviendrez me dire dans les commentaires si vous vous êtes régalé. Mais je pense que vous vous régalerez. Portez-vous bien, bonne soirée à tous et à très vite.